c'était la communauté qui décidait du mariage qui allait s'accomplir. On s'est dit, mais comment les personnes pouvaient admettre de vivre toute leur vie avec un conjoint qu'ils n'avaient pas choisi, qui leur était désigné comme cela. Et en France, c'est un peu ancien, mais je connais beaucoup de gens en Afrique du Nord où, en fait, je connais une femme, elle a rencontré son mari le jour de son mariage. Elle a été horriblement déçue d'ailleurs. Bon, voilà. C'est comme ça, et puis elle a vécu avec lui pendant toute sa vie. On se dit, mais comment est-ce possible? Mais en fait, c'est possible parce qu'il faut voir que pour s'opposer au mariage conjoint qui nous est désigné par la communauté, il faut se vivre en tant qu'ayant une existence indépendante de la communauté, et donc à ce moment-là, on a l'espace mental pour s'opposer à ce que décide la communauté. Mais si on existe vraiment dans sa structure mentale en tant que membre de la communauté, en fait, ce que décide la communauté, c'est aussi ce qu'on décide soi. C'est-à-dire, il n'y a pas la place pour l'opposition au choix par la communauté du conjoint. Et autour de cette question du mariage, se joue en Europe, au cours des siècles écoulés, quelque chose de fondamental dans le passage aussi du mode de vie communautaire au mode de vie sociale, qui commence d'ailleurs plutôt dans les classes élevées, où on voit ça aussi dans les comédies de Molière, quoi. Enfin, il y a toujours cette question là des jeunes gens qui se rebellent contre les conjoints. Enfin, quand je dis d'ailleurs dans les hautes classes, je ne suis pas sûr du tout, parce que il y avait plus d'enjeux patrimoniaux et éventuellement il y avait plus de liberté chez les pauvres qui, eux, n'avaient rien à transmettre. Bon. Mais voilà, sur cette question du mariage, on voit bien quand même qu'il y a un changement de mentalité. Et autant, moi, je ne suis pas du tout vraiment rien de l'individualiste méthodologique, et je pense que là, l'individualisme méthodologique passe complètement à côté du fait que précisément ce qui structure l'individu vient de la société, mais en même temps, la société, comme le reconnaissait Durkheim, elle implante en chacun de nous une structure qui nous fait que, quoi qu'on puisse atteindre par la réflexion, on se vit quand même comme des gens qui préexistons à la société. Et voilà, c'est tout le... Et il y a un moment donné, c'est aussi passionnant dans l'affaire Dreyfus. Dans l'affaire Dreyfus, Durkheim s'est rangé du côté des Dreyfusards. Et alors, du côté des anti-Dreyfusards, bon, il y avait les abrutis qui disaient que Dreyfus était, contre toute évidence, était coupable, mais il y avait aussi ceux qui disaient, bah non, oui, d'accord, bon, Dreyfus, il n'est pas coupable, mais bon, l'armée française s'est trop mouillée dans cette histoire-là. Si on reconnaît publiquement que Dreyfus est non coupable, en fait, ça va être terrible pour l'armée française. Or, la France a besoin de son armée parce qu'un jour, il va y avoir la guerre contre l'Allemagne, il ne faut pas attenter à la dignité de l'armée. Bon, Dreyfus, ouais, bah, tant pis pour lui, c'est pas la première fois dans l'histoire, ni la dernière, qu'il y a un individu qui sera sacrifié à l'ensemble. Et alors, quand Durkheim se déclare Dreyfusard, il y en a qui lui objectent, écoutez, monsieur Durkheim, vous qui êtes holiste, qui dites que la société précède l'individu, vous devriez finalement admettre que on envoie Dreyfus à l'île du diable et puis que l'honneur de l'armée soit sauf. Et alors là, à ce moment-là, la réponse de Durkheim, il dit, vous ne vous rendez pas compte qu'aujourd'hui, la cohésion de la société réclame qu'on ne sacrifie pas un individu au bien de la totalité. Et donc c'est pour le bien même de la totalité que je réclame que justice soit faite au capitaine Dreyfus. Parce qu'il tient compte du fait que la société telle qu'elle est formée d'individus modernes qui ne peuvent plus avoir confiance en une société qui serait éventuellement prête à les sacrifier à son bien général. Et c'est ça la position paradoxale dans laquelle on est aujourd'hui, c'est que tout en intellectuellement étant capable de voir que nous recevons l'être de la société, en même temps, dans nos structures mentales, la société implante en nous la sensation que nous la précédons. Voilà. Et quoi que nous disions, nous vivons de cette manière-là. Pour ce qui est de...
Pour ce qui est de l'économie, vous avez entièrement raison. Alors, je n'ai pas du tout pu en parler, mais ce qui est assez amusant au XIXe siècle, c'est de voir que les tenants de l'économie politique vont vraiment mépriser, enfin couvrir de sarcasme, ridiculiser la statistique. Je cite des passages de Say en particulier, enfin qui a des mépris pour la statistique, ces gens qui ne comprennent rien à rien. Et ce qui est assez amusant, c'est que l'économie politique, à l'époque, en fait, le modèle qui la fascine, en fait, c'est la mécanique rationnelle. Et voilà, justement, on va retrouver ça chez Pareto, Walras, les équilibres en général. Enfin, voilà. Et donc, en fait, la statistique est vue comme quelque chose de sale, quoi, enfin, en dessous de sa dignité. Et ce qui est assez amusant, c'est que Maxwell a eu le même problème en physique. Alors en physique, les physiciens ne voulaient pas du tout entendre parler de la statistique, c'était humain, trop humain, et il a fallu le génie de... C'est pas que Maxwell était le seul à avoir des velléités d'utiliser la statistique, mais en fait, il y a beaucoup de physiciens qui ne pouvaient pas se le permettre parce qu'ils auraient été complètement déconsidérés. Maxwell, c'était le grand Maxwell, bon, lui, il pouvait tous... Enfin, voilà. Mais cela étant, on voit dans ses conférences à quel point il a dû batailler dans ses conférences pour convaincre ses collègues que la statistique pouvait être employée. Et alors ce qui est assez amusant, c'est que là, les économistes étaient très en retard, si on veut, et c'est quand la statistique est devenue une méthode reconnue par les sciences de la nature que les économistes se sont dit « Ah, bah voilà, du coup, la statistique... pouvaient servir leur ambition scientifique au lieu de la desservir. » Donc là, il y a quand même eu quand le prix Nobel, enfin l'équivalent du prix Nobel a été créé en économie, le premier récipiendaire était un économiste statisticien. Donc là, c'est... Le dernier aussi. Comment? Le dernier aussi. Mais le premier même, enfin, oui, donc en fait, on voyait bien à quel point là, la statistique était devenue, au contraire, une caution de scientificité. Mais c'est vrai qu'au XIXe siècle, pour les économistes qui avaient des prétentions scientifiques, il ne fallait surtout pas s'occuper de statistique. D'accord. Mais c'est vrai que du coup, effectivement, la statistique, selon les disciplines, c'est des trajets à chaque fois assez compliqués. Et puis, on regarde, en fait, pour ce qui est de la constitution des sciences sociales, au XIXe siècle, donc il y avait Comte qui ne voulait pas du tout en entendre parler, mais en même temps, quoi qu'il en dise, les régularités mises en évidence par Quetelet ont quand même beaucoup compté pour convaincre beaucoup de gens qu'il y avait quelque chose comme une société qui avait une existence autonome, en particulier les statistiques morales, la régularité des crimes, des suicides, des choses comme ça. Et Durkheim, même s'il a bien vu que la statistique ne captait qu'une petite partie du social, il a quand même été aussi, enfin il en a fait usage. Peu à peu, c'est bien devenu une discipline auxiliaire, mais dans ses élèves, Durkheim avait des statisticiens et ça a commencé, effectivement, ça existait. Enfin, ça a pris une existence dépendante, mais quand même réelle. Ça va. Bon, une autre question. Une petite question qui est un tout petit peu décalée par rapport à ce superbe exposé. Moi, je suis philosophe, hein, je ne connais pas grand-chose à la question que vous avez développée, mais ça m'a évidemment suscité une question immédiate, qui est un personnage dont vous avez peut-être entendu parler, qui lui a voulu faire de la statistique en images, et qui s'appelle Otto Neurath, et qui était un économiste de métier. Bon, alors c'est une entité un peu isolée, hein, je suppose que je ne sais pas très bien quelle place vous lui accordez dans ce monde, mais je voulais vous demander si vous en aviez connaissance. Oui, j'en ai connaissance, ça m'a beaucoup intéressé. En même temps, bon, c'est quelqu'un qui est un peu postérieur par rapport à la période sur laquelle je suis vraiment concentré. Il y a quelqu'un dont je n'ai pas évoqué le nom, mais qui est très important, fin XVIIIe siècle, qui est William Playfair, en Angleterre, qui est celui qui a inventé les premières représentations graphiques des statistiques quantitatives, donc avec des courbes, avec des camemberts, avec des histogrammes,
avec, par exemple, sur des cartes, la représentation des disques en fonction des quantités, etc. Et alors, ce qui est assez amusant aussi, c'est que ça a donné lieu à beaucoup de controverses. Il y a beaucoup de statisticiens qui ont méprisé cela en disant que c'était vraiment, c'était de la vulgarisation de bas étage. Et en même temps, petit à petit, au XIXe siècle, ça s'est généralisé. Il y a eu un événement en France très important qui a été l'apparition de la première carte qu'on appelle choroplète, c'est-à-dire les cartes avec des couleurs différentes pour montrer Et alors, la première carte qui a été diffusée, c'était en France, c'était une carte qui était fondée sur des statistiques de l'instruction publique. C'était sous la monarchie de Juillet, et qui illustrait le nombre d'enfants, la proportion d'enfants scolarisés selon les départements. C'est ça, c'est l'éducation visuelle, quoi. Ouais, mais ça a fait une polémique énorme, parce qu'il apparaissait que ça faisait apparaître une ligne Genève-Saint-Malo, et avec au nord de cette ligne, on voyait que l'instruction était beaucoup développée qu'au sud. Et alors les gens des départements du Sud ont été horriblement vexés qu'on les taxe d'analphabètes, etc., par rapport au Nord plus développé. Et ce qui est vraiment très amusant, c'est que, si vous voulez, c'est vraiment, s'il y avait eu une liste des départements, vous voyez, un tableau avec les départements et puis les taux d'alphabétisation selon les départements, aucun débat. Une carte qui fait apparaître le Nord et le Sud, et là, ça a été un débat national. Et là, ça montre bien à quel point la statistique, elle est aussi extrêmement dépendante de la manière dont on la présente. Vous voyez, et là, la polémique, elle était entièrement liée à la visualisation selon ce procédé de la carte. Sinon, on avait exactement les mêmes données dans un tableau, ça faisait rien du tout. Oui, mais Playfair a été un grand... Il a proposé ces isotypes avec une femme qui était graphiste, mais qui était quand même la sœur d'un grand mathématicien, Kurt Reidemeister. Enfin, c'était un usage éducatif avec un idéal des Lumières. Ça compte beaucoup en Autriche, l'idéal des Lumières, début du XXe. Bien. D'autres questions? Non? Merci beaucoup. Non, mais c'était un peu, j'avais pas envie de d'ailleurs, je regrette, mais moi, je sais pas savoir qui est élève. Non, mais là, je sais pas. Oui, mais enfin à l'époque. Oui, je l'ai. C'est pas du tout la même chose d'être géniste dans ces années-là. Et oui,